Le dernier sommet de l'OTAN, on pourrait difficilement l'appeler un sommet de la paix. C'est un sommet qui éloigne les perspectives de paix en Europe. La Russie est le grand ennemi pour les États-Unis, mais ce n'est pas le seul grand ennemi, si on pourrait dire, puisqu'il y a aussi la Chine. Au fil du temps, c'est l'OTAN qui a pris le dessus sur l'UE là-dedans. Les États-Unis qui ont la tête de l'OTAN, les États-Unis sont une puissance nucléaire et ils sont engagés indirectement dans un conflit avec la Russie en Ukraine. Alors le dernier sommet de l'OTAN, on peut le voir dans une perspective qui est, je dirais, celle des États-Unis qui tentent de resserrer les rangs, de renforcer l'OTAN, puisque c'est une organisation qui a été quand même, qui a subi des critiques, notamment lors du premier mandat d'Emmanuel Macron qui avait parlé de mort cérébrale. Donald Trump avait aussi menacé de retirer les États-Unis et pousser les alliés de l'OTAN à augmenter leurs contributions financière. Donc c'est une organisation qui est un peu, on va dire, chahutée ces dernières années, dont la raison d'être a été un peu remise en question. Mais cette raison d'être n'est en fait pas remise en question, puisque ce dernier sommet montre que l'OTAN va continuer sur sa perspective. C'est quoi cette perspective? C'est celle de maintenir le leadership américain, ce qui a été d'ailleurs très souvent je veux dire, annoncé ouvertement par les différents gouvernements américains que nous avons au cours des dernières années, l'idée d'un leadership bienveillant, benevolent, comme il disait en anglais. Et puis maintenant, évidemment, la rhétorique a un peu changé pour nous parler d'un système international basé sur les règles, qui ne sont pas nécessairement les règles du droit international, mais qui sont plutôt des règles de fonctionnement imposées par les États-Unis. Donc ce dernier sommet de l'OTAN, c'est l'occasion peut-être pour l'OTAN de resserrer les rangs, d'essayer de consolider l'organisation, de maintenir son unité, puisqu'on sait très bien qu'à l'intérieur, il y a des pays qui sont sur une autre optique, une autre perspective. Et on l'a vu avec la visite de Orban, visite au pluriel, il a fait plusieurs visites, en Russie, en Ukraine. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu ces dernières années de la part de dirigeants européens, notamment eu égard au conflit en Ukraine. Donc, la perspective pour l'OTAN, c'était quoi? Encore une fois, je vais me répéter, mais c'était resserrer les rangs dans un contexte où l'OTAN est critiquée et surtout, il y a aux États-Unis, mais surtout en Europe, dans des pays comme la Hongrie et au sein aussi des opinions publiques européennes, une critique un peu de l'OTAN, de ses objectifs, on va dire, de guerre en Ukraine, ou en tout cas de la logique qu'elle poursuit. Notamment l'efficacité, puisque l'OTAN aurait dû, en théorie déjà, vu le nombre d'armements exceptionnels qu'elle a livré à l'Ukraine, aurait déjà dû défaire la Russie ou en tout cas reprendre l'initiative. Et ce n'est pas le cas. Donc il y a beaucoup de doutes quant à ce devenir de l'OTAN en Europe et puis aussi dans le monde plus généralement. Le dernier sommet de l'OTAN, on pourrait difficilement l'appeler un sommet de la paix, puisque aucune décision n'a été mise en avant quant à des négociations de paix avec la Russie et l'Ukraine. Au contraire, le dernier sommet, il a visé encore une fois à resserrer les rangs et essayer d'adopter une stratégie commune. Et cette stratégie commune n'est pas très nouvelle d'ailleurs. C'est quoi? Continuer à mobiliser des fonds, continuer à donner de l'armement à l'Ukraine, passant à chaque fois d'ailleurs certaines lignes rouges. On avait dit pendant longtemps non, il n'y aura pas de F-16, finalement on va livrer les F-16. On avait eu les mêmes discussions sur les Abrams et autres. Et ce dernier sommet de l'OTAN qui est un sommet de la guerre, ça sera peut-être aussi un sommet qui va montrer aussi encore une fois de plus l'échec et la pauvreté en termes de la vision de l'OTAN, puisqu'il n'y a pas de vision de paix encore une fois.
On ressort une formule qui est celle des financements et d'un équipement militaire, mais c'est la formule que l'OTAN utilise depuis 2 ans. Et cette formule n'a pas permis d'inverser le rapport de force sur le champ de bataille ou de donner une initiative stratégique à l'Ukraine. Et c'est assez inquiétant puisque beaucoup de pays hors du monde occidental sont plutôt favorables à des négociations. On avait vu au début du conflit la Chine, la Turquie, Israël s'étaient proposés. Donc l'OTAN, en poursuivant sur cette logique, prend aussi le risque de pousser à une escalade, puisqu'à un moment, tous les équipements qui sont fournis, comme on l'a vu durant les 2 dernières années, n'ont pas réussi à changer le rapport de force, à changer la balance. Donc à un moment, pour l'OTAN, il va falloir fournir des équipements toujours plus puissants, repousser toujours plus les lignes rouges, notamment par rapport aux frappes sur le territoire russe. Alors, pour l'instant, l'OTAN est très réticent à ce que les Ukrainiens aient les mains libres de ce point de vue-là, mais ça pourrait changer. Ça pourrait changer et on a toujours, depuis, encore une fois, ces 2 dernières années, poussé les lignes rouges. Mais à un moment, quand il n'y aura plus d'Abrams, quand il n'y aura plus de F-16, quand on aura donné de derniers armements, qu'on aura peut-être réussi à produire le nombre d'obus escomptés, plus d'1 million, je crois, et on en est difficilement à 500 000, quand on se rendra compte, encore une fois, que, eu égard à la puissance militaire russe, aux données démographiques et économiques russes, tous ces efforts-là sont d'une certaine manière vains et ne font que maintenir cette tuerie, ce bain de sang, que va faire l'OTAN? Et on peut douter, en voyant la perspective qui est engagée, que l'OTAN va proposer un sommet de la paix. Ils proposeront quoi cette fois? Plus de conseillers étrangers, plus de conseillers militaires sur le sol ukrainien, avec le risque qu'ils soient ciblés, comme l'avait évoqué d'ailleurs Piotr Tolstoï il y a quelques mois. Donc c'est un sommet de la guerre et c'est un sommet qui éloigne les perspectives de paix en Europe et surtout qui augmente les risques d'escalade. Et on sait que dans le contexte actuel, s'il y a un engagement entre la Russie et les pays de l'OTAN, cet engagement et cette escalade pourraient mener à une guerre nucléaire. Alors, on savait depuis longtemps que la Russie est le grand ennemi pour les États-Unis, mais ce n'est pas le seul grand ennemi, si on pourrait dire, puisqu'il y a aussi la Chine. Alors après, la manière dont les États-Unis perçoivent ses ennemis ou qu'est-ce qu'ils leur reprochent, entre la Chine et les États-Unis, du point de vue de la Russie et de la Chine, les États-Unis ne font pas nécessairement la même critique envers l'un ou envers l'autre. Ça fait déjà depuis plusieurs années aussi qu'on annonce qu'après la Russie et l'Ukraine, les États-Unis pourraient se tourner vers la Chine. Il y a eu tout au cours des années écoulées, certes une expansion militaire chinoise en mer de Chine, des démonstrations de force face à Taïwan, et les États-Unis ont pris ça comme excuse aussi pour augmenter leur présence. Mais on peut aussi retourner le problème d'un autre point de vue. Les États-Unis n'ont pas cessé, finalement, même depuis la fin, pas seulement de la Seconde Guerre mondiale, mais la fin même plus proche de nous de la guerre froide, d'augmenter leur présence militaire dans la région Asie-Pacifique. Et c'est évidemment vu par la Chine comme quelque chose d'agressif. Ce qui pousse la Chine aussi, évidemment, eh bien, à déployer des forces, à militariser des îles et à les transformer en base militaire. Donc le fait que la Chine soit désignée aussi comme un ennemi, un adversaire, bon, c'est pas nouveau, puisque déjà à l'époque du mandat de Barack Obama, on avait parlé d'un pivot vers l'Asie-Pacifique. Et même en vérité, dès l'époque de George Bush Jr., même s'il y avait l'intervention en Irak et qu'il y avait un fort intérêt forcément pour le Moyen-Orient avec la guerre contre le terrorisme, on annonçait déjà qu'il y avait un désengagement américain en Europe et qu'on arriverait plutôt vers un engagement dans la région Asie-Pacifique. Voilà. Donc c'est pas nouveau, ça fait 20-30 ans que cette dynamique est présente. Les États-Unis, d'ailleurs, il est peut-être pas inutile de rappeler aussi que cette puissance chinoise que les États-Unis craignent tant ou critiquent tant, ils ont contribué aussi à cette puissance chinoise, puisque les réformes économiques qu'a entamé la Chine à partir de 78 sous Deng Xiaoping, ce sont des réformes qui ont été encouragées par les États-Unis. Et notamment à l'époque du président Clinton, Clinton expliquait que sa politique étrangère par rapport à la Chine consistait à, on pourrait dire, former, entraîner, voire même éduquer, c'était un peu le terme qui était utilisé parfois, la Chine pour la préparer à rentrer dans l'OMC et dans le commerce mondial, dans la mondialisation, au point que la Chine en est devenue finalement
un moteur, même si les Américains sont restés aussi pendant longtemps, comment dire, un des moteurs aussi de ce système mondialisé. La Chine est devenue un moteur qui est devenu de plus en plus indépendant, on va dire, de son maître ou de celui qui l'avait formé, hein, les États-Unis. Et donc maintenant, on se retrouve dans cette situation où en fait, les États-Unis savent très bien que la première ou la deuxième puissance mondiale, ben, c'est la Chine. Et que pour tenir ce leadership, il va falloir essayer de, comment dire, on pourrait dire en anglais, en franglais, même cornériser, mettre la Chine dans un coin à la contrôler, mais ce n'est pas possible. Donc les États-Unis aussi se reposent là-dessus sur des alliés qu'ils ont en Asie, la Corée du Sud, les Philippines, même si à l'époque du président Duterte, il y avait eu des hauts et des bas dans la relation avec les États-Unis, il y a le Japon. Mais il n'est pas inutile aussi de remarquer que le Japon est un allié des États-Unis qui craint notamment la Chine, mais en même temps, au Japon, il y a des dynamiques très fortes pour que le pays redéveloppe une politique étrangère indépendante. Donc l'idée des États-Unis aussi, c'est peut-être de reformer à partir de là une espèce d'OTAN asiatique, comme on l'avait vu durant la guerre froide avec certains pays d'Asie de l'Est ou du Sud-Est, et c'est de revenir à cette formule. Et ça aussi, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de tensions entre la Chine et ses voisins, et les États-Unis ne jouent pas vraiment la carte diplomatique, mais jouent plutôt une carte militaire, de renforcer leur présence avec leur flotte. Ils ont une flotte militaire, la US Navy est présente à différents points. On a Okinawa au Japon, on a la Corée du Sud, on a Manille aux Philippines, je crois qu'on a aussi Singapour, enfin bref. Et ça, c'est vu comme très menaçant par la Chine réagit, les Américains essaient de mobiliser leurs alliés, et donc on a une augmentation des tensions. Et les États-Unis ont essayé d'ailleurs à un moment d'utiliser l'Inde là-dedans, face à la Chine, à travers le Quad, mais l'Inde est très indépendante. On ne pourrait pas dire qu'elle est neutre comme la Suisse, mais elle a une politique non alignée, mais elle est très indépendante, elle parle à tout le monde, elle suit ses intérêts. Et donc l'Inde a très bien compris aussi que là, il y avait un jeu dangereux en Asie et qu'il ne fallait pas rentrer dedans. Les États-Unis ont essayé d'instrumentaliser finalement la vieille rivalité qui existe entre la Chine et l'Inde, et qui, durant la guerre froide, d'ailleurs, avait mené à plusieurs conflits, et qui, ces dernières années, s'était traduite par des clashs entre les gardes frontières ou les soldats indiens et chinois, hein, de chaque côté, dans l'Himalaya. Donc l'Inde a plutôt été un facteur, je pourrais dire, d'apaisement là-dessus. Mais dans l'ensemble, la dynamique qui s'engage aussi dans la région Pacifique avec les États-Unis, c'est plutôt une dynamique de compétition et voire même de confrontation et d'escalade. Alors une possible extension de l'OTAN, un nouvel OTAN asiatique, bon, les pays qui seraient les premiers concernés, ça serait la Corée du Sud et le Japon. Et ça serait très mal perçu par la Chine en fait, et notamment aussi par la Corée du Nord. La Chine a l'impression, un peu comme la Russie finalement depuis la fin de la guerre froide, que les Américains n'ont eu de cesse de l'entourer avec des bases militaires. Et du point de vue chinois aussi, la Corée du Sud et le Japon sont finalement des bases militaires américaines. Donc une extension de l'OTAN dans la région, avec la logique de guerre qui va avec, ça pourrait augmenter les tensions entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Pas nécessairement directement entre la Corée du Sud et la Chine, sauf si la Corée du Sud reçoit par exemple des missiles américains, Patriot ou autres. Ça va augmenter les tensions avec la Corée du Nord et aussi avec la Chine ensuite incidemment. Le Japon, tout en étant aussi un allié proche, s'il rentrait dans un nouvel OTAN et qu'il était équipé avec des missiles aussi américains, plus de missiles américains, ça serait vu comme menaçant par la Corée du Nord et ensuite aussi par la Chine. Ces principes-là, on aurait le premier axe de tension. Le deuxième axe de tension, il serait plutôt en mer aussi, autour des possessions des îles en fait, les possessions que revendique la Chine, mais qui sont aussi revendiquées certaines par la Corée du Sud, qui est une alliée des États-Unis, par le Japon, un allié des États-Unis, aussi par les Philippines, donc qui sont assez proches des États-Unis quand même, mais aussi par d'autres pays comme le Vietnam ou aussi le Brunei et d'autres quand on va dans le sud de la mer de Chine. Donc cette expansion de l'OTAN, eh bien, tout autour de la Chine, ça va renforcer les tensions, avec principalement le Japon et la Corée du Sud,
Pays, il n'est pas inutile de rappeler pour le cas du Japon, pays qui a une histoire compliquée avec la Chine eu égard à la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation. Et à chaque fois qu'il y a eu d'ailleurs un soutien militaire ou une stratégie plus agressive de la part des États-Unis envers la Corée du Sud, un soutien plus prononcé, il y a toujours eu des tensions très fortes ensuite entre certes la Corée du Sud et la Corée du Nord, mais la Corée du Sud et la Chine, avec des boycotts notamment. Et ce sont deux pays qui ont des liens économiques aussi assez forts. Donc ça a eu des impacts déjà dans le passé. Et à l'avenir, ça pourrait effectivement amener une logique de guerre, d'escalade et de confrontation. Alors, un des autres effets de l'expansion de l'OTAN dans la région, c'est vrai, que ce n'est pas seulement d'augmenter les tensions et d'essayer de contenir la Chine, il y a peut-être l'idée aussi de contenir en partie la Russie, puisqu'il ne faut pas oublier que la Russie, c'est un pays aussi pacifique, de la zone pacifique. C'est un pays qui a des relations aussi économiques avec ses voisins et qui, depuis notamment le début de l'opération militaire spéciale, a dû justement aussi augmenter ses relations économiques et commerciales avec les pays asiatiques pour compenser les pertes et les sanctions du côté occidental. Alors évidemment aussi, ces tensions avec certains voisins pourraient peut-être, certains le pensent, pousser à un rapprochement sino-russe. C'est déjà ce qui se passe. Et au niveau militaire, je ne suis pas sûr qu'il y aurait un bloc, on dire, qui serait créé pour faire pièce, pour répondre à l'OTAN, puisqu'il y a déjà de toute manière des accords militaires qui existent. Alors, on a l'organisation de coopération de Shanghai qui inclut un volet sécuritaire. Il y a une coopération, même hors de l'organisation de coopération de Shanghai, on a aussi une coopération technologique et militaire, des exercices très fréquents entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie. Avec la Corée du Nord, ce serait plus sensible, puisque même si on l'a vu, les relations se sont, on ne peut pas dire réchauffées, pas qu'elles étaient refroidies, mais on a des relations plus étroites entre la Corée du Nord et la Russie sur la question de la fourniture, notamment d'obus, on l'a vu, et d'armement. Ça ne veut pas dire pour autant que politiquement, il y a une entente totale entre Pyongyang et Moscou. Le régime tel qu'il est en Corée du Nord n'est pas nécessairement la tasse de thé, on va dire, du gouvernement russe. C'est un système communiste, la Russie ne l'est plus, par exemple. Même la Chine n'est plus vraiment communiste comme on l'imagine. Et le système en Corée du Nord, peut-être pour la Russie et la Chine, est vu plus comme un rempart face à la Corée du Sud et à la présence militaire américaine en Corée du Sud, voire au Japon. Donc une alliance militaire Chine, Russie, Corée du Nord, ça me paraît peu crédible. Qu'il y ait des accords de coopération, oui, qui est dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai ou ensuite aussi avec d'autres pays asiatiques ou centra-asiatiques par le biais de l'organisation aussi du traité de sécurité collective. La Russie a d'autres cartes en main aussi pour essayer de se protéger en Asie. Et quand je dis Asie, c'est au sens large, c'est-à-dire de l'Asie centrale jusqu'à la zone Pacifique. Mais il est sûr que dans ce contexte, si la Corée du Sud devient plus, entre guillemets, agressive, la Corée du Nord sera vue par la Chine en particulier comme un rempart. Et là aussi, on touche peut-être quelque chose, j'ouvre une parenthèse, mais la question politique de la Corée du Nord, du régime et surtout de la réunification de la Corée du Sud peut être liée à ça. Tant qu'il y aura une présence aussi américaine, tant qu'il y aura des tensions accrues, la Corée du Nord ne verra pas de raison de faire une réunification avec la Corée du Sud avec un compromis favorable envers le Sud, tel qu'on l'avait vu par exemple pour l'Allemagne de l'Ouest avec l'Allemagne de l'Est, où c'est l'Ouest qui a absorbé l'Est. Dans ce cas-là, dans un contexte de forte présence américaine, le régime en Corée du Nord n'a aucune incitation à la réunification. On va faire une transition, au contraire, il se sent menacé, donc il va peut-être se durcir, ou en tout cas continuer à jouer le rôle de rempart qu'il a. Parce que du point de vue chinois, c'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre, le régime en Corée du Nord, par moment, peut compliquer les relations avec les États-Unis, ou représente un peu un trouble fait, qui crée des événements imprévus. Mais le régime en Corée du Nord aussi est vu comme une barrière face aux troupes américaines qui sont stationnées en Corée du Sud. Voilà. Donc l'expansion de l'OTAN vers l'Asie, où ça va augmenter les tensions, ça ne mènera pas nécessairement à la création peut-être d'un OTAN asiatique en tant que tel, d'un grand OTAN asiatique tel quel maintenant, et ça ne mènera pas peut-être nécessairement non plus à la création d'une alliance militaire sino-russo-nord-coréenne, en tout cas pas dans l'immédiat, puisqu'il y a déjà d'autres accords et d'autres moyens pour la Russie de se défendre ou de se protéger.
Alors l'expansion de l'OTAN aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on ne voit pas, elle est quand même conditionnée aussi à des questions financières, des questions économiques. Les États-Unis traversent depuis quand même quelques années une situation économique qui est assez difficile. Il y avait eu une légère amélioration sous Trump, mais le pays paye les conséquences, a payé quand même pour les conséquences du Covid. Alors il est vrai qu'économiquement, il y a eu un plus avec le rapatriement d'une partie de l'industrie allemande vers les États-Unis. Les États-Unis ont joué intelligemment avec les sanctions, plus que les pays d'Europe de l'Ouest. Mais dans l'ensemble, maintenant, cette expansion de l'OTAN vers l'Asie, elle aura un coût. Et les États-Unis ne pourront pas soutenir l'ensemble de ce coût. Donc il va falloir que des pays asiatiques qui seraient intéressés contribuent financièrement. Ça peut être le Japon, ça peut être la Corée du Sud, mais pour l'instant, je ne vois pas beaucoup d'autres pays qui seraient prêts aussi à contribuer. Et là, on retombe encore sur aussi un peu la question qui s'était posée à l'époque du mandat du président Trump par rapport à l'OTAN en Europe. C'est cette question financière, justement. Le président Trump voulait des contributions financières plus élevées de la part de ses alliés. Donc ça aussi, c'est un peu, on pourrait dire, le plafond, la limite par rapport à cette possible expansion de l'OTAN, c'est l'aspect financier. Je crois que pour ces questions-là aussi, un certain nombre de questions vont être déterminées par les élections américaines aussi, justement. Est-ce que Biden sera élu ou est-ce qu'au contraire Trump sera lui réélu après cet intermède qu'on a avec le président Biden? Beaucoup de gens semblent aussi très optimistes quant aux conséquences d'une élection de Trump. Il faut quand même rester prudent puisque le président Trump avait quand même engagé une guerre commerciale à l'époque avec la Chine, une guerre commerciale qui avait été assez dure et le président Trump n'est pas un pro-chinois, il ne va pas faire de cadeaux particulièrement à la Chine s'il est au pouvoir. Donc il ne serait pas impossible que la crise avec la Chine continue, mais sous un volet plus commercial aussi, sous l'administration Trump. Le dernier sommet de l'OTAN a montré aussi la dépendance des pays européens envers les États-Unis. Le président Biden a fait des gaffes, encore une fois, c'est triste, hein, c'est malheureux, voilà. Mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Depuis le début de sa présidence, on en parlait. Mais à l'époque, on disait que c'était des rumeurs qui venaient des cercles trumpistes, que c'était des théories du complot, ou que c'était des rumeurs qui étaient alimentées par le Kremlin, voilà, comme d'habitude. Le dernier sommet a montré effectivement un président américain qui est encore plus erratique que d'habitude, et des alliés qui semblaient ne pas le voir, ou qui feignaient en tout cas de ne pas le voir, et ça a donné lieu quand même à quelque chose d'assez surréaliste, notamment le fait qu'ils applaudissent une personne qui se trompe dans son discours et qui ne parle pas du président Zelensky, mais du président Poutine notamment. Ce que ça montre, ça montre une forme de servilité finalement, que les pays européens ont mis depuis bien longtemps de côté leurs intérêts stratégiques propres, que ce soit ce qu'on a cru être à un moment un intérêt stratégique de l'Union européenne, mais simplement même les intérêts stratégiques propres à chaque pays européen sont mis de côté dans le cadre de l'OTAN. Et on a vu là des dirigeants de pays qui sont censés être souverains, qui face à une réalité, comment dire, une réalité dérangeante, enfin je veux dire c'est surréaliste, et vous avez ces personnes qui font comme si de rien n'était. Un peu comme si on avait des personnes qui fermaient les yeux et marchaient au bord de l'abîme, qui suivaient un président qui n'avait plus toutes ses capacités. Alors évidemment, Biden ne décide pas de tout au niveau de la stratégie des États-Unis. Il est, on pourrait dire, un faire-valoir, il est la vitrine. Il y a derrière d'autres ministères, d'autres personnes, d'autres intérêts, le complexe militaro-industriel, hein, et beaucoup d'autres qui ont des intérêts là derrière. Et ce qui est assez terrible, c'est de voir que des pays européens sont capables de faire comme si de rien n'était et de suivre une logique de guerre dont le leader finalement est quelqu'un qui apparaît aux yeux du monde comme, je dirais, qui est devenu un peu, pas seulement incapable et incompétent,
mais dont l'état de santé ne lui permet plus d'assumer au mieux ses fonctions. Et les États-Unis, vous voyez aux États-Unis les médias maintenant, les médias mainstream en parlent plus ouvertement. Alors que dans le passé, c'était non, non, c'est une rumeur. Son médecin annonçait que non, non, les bulletins de santé sont excellents, qu'il est apte à remplir ses fonctions. Ce qui d'ailleurs pose plein de questions au niveau du fonctionnement de la démocratie américaine et de la loi par rapport à cela, la loi aux États-Unis, puisqu'un président qui n'est pas dans ses capacités physiques et mentales ne peut pas gouverner. Il aurait dû y avoir une procédure d'impeachment à son encontre. Et ça soulève donc beaucoup de questions sur qui gouverne aussi réellement, sur le rôle des médias, qui n'ont pas voulu voir ça pendant longtemps, qui ont dit que c'est la théorie du complot et qui maintenant disent « Ah oui, effectivement, il y a un président qui a un problème de santé grave. » et voilà. Donc ça montre quelque chose, moi je dirais, de très surréaliste, un grand décalage, et c'est pas rassurant, parce que c'est quand même les États-Unis qui ont la tête de l'OTAN. Les États-Unis sont une puissance nucléaire, et ils sont engagés indirectement dans un conflit avec la Russie en Ukraine. Alors l'Union européenne, quand elle a commencé à se développer et à notamment rentrer dans des volets plus politiques et moins économiques ou commerciaux, très vite est venue la question de la politique étrangère et puis des questions de sécurité et de défense. Et pendant longtemps, on entendait parler d'indépendance stratégique de l'Europe ou de l'Union européenne, pour être plus clair, pour être plus précis dans les termes. Et puis au fil du temps, d'ailleurs, dans la sémantique, on a glissé vers l'autonomie stratégique, ce qui dit déjà beaucoup. Indépendance stratégique, c'était, on pourrait dire, dans les années 2000 qu'on en parlait encore. Et puis au fil du temps, on est arrivé aujourd'hui à ne parler que d'autonomie stratégique. Alors qu'est-ce que ça nous dit, cette sémantique? Cette sémantique, ce n'est pas juste des mots, ça nous dit beaucoup sur une réalité. Une réalité sur les 20 à 30 dernières années de comment l'Union européenne s'est vue aussi au niveau sécuritaire et au niveau des questions de défense. Il y avait évidemment, dès le début aussi, un problème, on pourrait dire, de pays membres de l'UE, mais qui étaient souvent des membres de plus longue date de l'OTAN. Et quand on a vu l'expansion de l'UE, elle s'est faite avant tout à des pays qui, dans la plupart des cas, pour beaucoup, à quelques exceptions près, mais pour la plupart, étaient d'abord rentrés dans l'OTAN avant de rentrer dans l'UE. Et en 2003, au moment de la guerre en Irak, justement, là où on a cette division de l'Union européenne qui apparaît, avec la France qui est contre la guerre, la Fédération de Russie qui est contre l'intervention aussi, qui soutient la position de la France à l'époque, et l'UE se retrouve divisée puisqu'on a des pays qui vont être, notamment parmi les nouveaux entrants, la nouvelle Europe comme l'appelle Bush, on a les pays d'Europe centrale et orientale qui vont suivre la Pologne, d'ailleurs aussi en Europe centrale et du Nord, qui vont suivre l'aventure, on va dire, l'expédition militaire américaine en Irak. Et là, on a une première brèche un peu dans cette conception de qu'est-ce que ça serait l'indépendance stratégique ou les intérêts stratégiques de l'Union européenne. Et 2003, justement aussi, c'est à ce moment-là qu'on a l'accord Berlin+. L'accord Berlin+, c'est un accord qui est signé entre l'Union européenne et l'OTAN. Et cet accord ne prévoit pas à l'origine que l'UE soit, comment dire, soumise à l'OTAN. C'est un accord par lequel l'UE peut demander à l'OTAN de lui fournir des ressources politiques, militaires, en cas d'intervention. L'OTAN viendrait à assister l'UE. Alors ça c'était théorique. Dans la pratique, et un certain nombre aussi de chercheurs, d'universitaires qui ont travaillé là-dessus ont montré qu'au fil du temps, c'est l'OTAN qui a pris le dessus sur l'UE là-dedans. On l'a vu déjà à travers plusieurs crises européennes, depuis le Kosovo, en passant même par la crise, je veux dire, en Géorgie, Ossétie du Sud en 2008, et puis ensuite la crise du Donbass. Au fil du temps, l'UE a été marginalisée. Et c'est l'OTAN qui a pris le dessus au niveau politique, et puis ensuite plus militaire. Et ça s'est fait vraiment au cours depuis 2003, au cours des 20 dernières années, des 21 dernières années. Et donc ça fait aussi que l'UE n'ait plus d'indépendance, voire même en vérité d'autonomie stratégique. Et aujourd'hui, l'UE parle d'autonomie stratégique. Pourquoi? On est autonome quand on n'est pas complètement indépendant, qu'on a quelqu'un au-dessus de soi.
Et c'est justement la nouvelle phase du conflit en Ukraine qui a encore plus visiblement rapproché l'UE, en tout cas les pays membres, mais aussi au-dessus des pays membres, les institutions européennes, et notamment les personnes, alors la Commission, et en particulier aussi, on passait les personnes en charge de la politique extérieure, alors Borrell et maintenant Kallas, ont rapproché de plus en plus la politique étrangère de l'UE de celle finalement de l'OTAN. Et la nomination de Kaja Kallas en charge de la politique étrangère de l'UE, mais c'est clair. Borrell n'était pas pro-russe évidemment, puisqu'on avait vu plusieurs déclarations, il avait dit hors de l'Union européenne, hors du monde occidental, c'est la jungle, hein. Il l'avait dit. Après, il avait une position plus, entre guillemets, modérée sur la question de la Palestine et de Gaza. Mais maintenant, avec sa successeur Kaja Kallas, on a quelqu'un qui est un faucon, dont le pays, l'Estonie, en tout cas le gouvernement, adopte souvent des politiques domestiques très radicales envers la Russie ou la minorité russe, et au niveau européen, pousse, au niveau, je veux dire, de l'UE et de l'OTAN, pousse à des politiques de confrontation, pas seulement de soutien à l'Ukraine, mais de confrontation avec la Russie. Donc là, aujourd'hui, maintenant, il est clair qu'il y a une coïncidence, on pourrait dire, au niveau des intérêts, des objectifs stratégiques, militaires, de défense, de politique étrangère, entre l'OTAN et l'UE. Là où en 2003, on essayait de trouver une relation égalitaire, bon, aujourd'hui, on est arrivé à une pure coïncidence. Et cette relation égalitaire, d'ailleurs, elle a souffert du rapport de force que l'OTAN a imposé aux pays européens tout au long des années 2000. Il y a eu le précédent yougoslave, où l'OTAN est intervenue et l'ONU a légalisé a posteriori l'intervention de l'OTAN, au Kosovo notamment. On a eu d'ailleurs la même chose qui s'est produite en Afghanistan et en Irak. À chaque fois, l'ONU est venue légaliser a posteriori ce que l'OTAN avait fait. Alors en Ossétie du Sud, l'OTAN avait poussé effectivement aussi au conflit. L'UE, par contre, avait une politique relativement modérée par contre sur le conflit géorgien. C'est un pays membre de l'UE et de l'OTAN, la France, Nicolas Sarkozy en l'occurrence, qui avait, fait signer le cessez-le-feu aux Russes et aux Géorgiens. Et puis, on a eu ensuite, là c'est avec la crise du Maïdan et puis ensuite la guerre dans le Donbass, que là l'Union européenne, au début, qui avait poussé pour un accord politique de transition, qui a poussé à cela, l'UE a peu à peu été, mise de côté ou absorbée par l'OTAN, ou plutôt à intégrer même la vision de l'OTAN. Quand il y a eu cet accord politique de transition qui devait maintenir Yanukovych pour un certain temps au pouvoir, étant entendu qu'il y aurait des nouvelles élections, qu'il y aurait un contrôle de ce processus politique et démocratique, souvenez-vous, peu de temps après que l'accord soit signé, c'est là où on a les tirs sur le Maïdan, et puis on a les Américains qui poussent, eux, à avoir un nouveau gouvernement, totalement nouveau, avec des personnes qui soient proches de leurs intérêts, notamment, souvenez-vous, l'équipe Turchinov, Yatsenyuk et les autres. Et donc là, l'UE a été complètement mise de côté. On se souvient de Victoria Nuland qui a quand même dit « fuck the EU ». C'est clair, c'est pas sur un coup de colère qu'elle l'a dit, ça a bien illustré la politique qu'ils ont suivie, donc c'est-à-dire que l'accord politique a été mis à la trappe, un nouveau gouvernement plus radical a été mis en place. On avait un pays qui se polarisait, et au lieu de calmer la situation, eh bien la polarisation a mené à une cassure du pays et à la guerre, d'abord dans le Donbass, et puis ensuite avec tout ce qu'on connaît. Et là, l'Union européenne, à partir de la crise ukrainienne, elle ne fait plus rien. Et de manière aussi parallèle, il est important peut-être de le rappeler, une autre organisation européenne qui est indépendante de l'OTAN, indépendante de l'UE, qui est l'OSCE, qui elle, au contraire, a essayé, tout au long de ces 2 décennies dont je viens de parler, qui a essayé au contraire de maintenir une architecture de sécurité en Europe qui soit favorable aux pays occidentaux comme à la Russie. Et la Russie, d'ailleurs, il n'est pas inutile de le rappeler, a poussé pendant très longtemps à ce que l'OSCE, après la guerre froide, devienne la grande organisation qui gère ces questions de sécurité sur le continent. Ça n'a pas marché, en tout cas pas autant que les Russes l'auraient souhaité. Et puis peut-être pour conclure sur cette question de l'OTAN et de la Russie, il n'est pas inutile aussi de rappeler que la Russie, durant les 20 à 30 dernières années, avait fait beaucoup d'efforts pour essayer d'intégrer justement les structures ou l'architecture même de sécurité qui avait été établie en Europe par les Occidentaux. Comme rappeler que la Russie s'était beaucoup rapprochée de l'UE, qu'il y avait des rencontres fréquentes et qu'il y a quand même eu la création d'un conseil Russie-OTAN, à défaut d'intégrer la Russie. La Russie voulait rentrer dans l'OTAN et les pays de l'OTAN, en tout
tout cas les États-Unis, ne le souhaitaient pas. Alors si on devait évaluer la performance de Stoltenberg à la tête de l'OTAN et plus généralement aussi la performance de l'OTAN en tant qu'organisation qui est censée, puisque c'est son but, œuvrer à la sécurité et aussi à la paix, eh bien on pourrait dire que la note serait assez catastrophique. Alors je ne sais pas si on devrait donner une note sur 6, sur 10 ou sur 20, ce serait la plus basse possible ou autour de 0, de 1, de 2, de 3. Pourquoi est-ce que je suis aussi dur ? Parce que quand on regarde tous les conflits ou les crises dans lesquels l'OTAN a été impliquée sous Stoltenberg, à chaque fois ça s'est extrêmement mal fini. Le retrait d'Afghanistan, Stoltenberg était à la tête de l'OTAN. Alors il est facile de juger à distance, mais c'est sûr l'Afghanistan, ce n'est pas un pays dont on se retire facilement. Mais sur par exemple le cas de la performance, on pourrait dire, de l'OTAN en Afghanistan, premièrement, l'OTAN n'a rien réglé puisque c'est les Américains, les gouvernements américains qui avaient réglé son retrait avec les talibans. Il n'y a pas eu de processus politique ou de transition politique. Une fois que les Américains sont retirés, le gouvernement afghan a été, on pourrait dire d'une certaine manière, tout nu face aux talibans. Et puis, ensuite, le pays s'est effondré, les talibans ont repris le pouvoir et on sait ce qui s'est passé. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en comparaison, quand l'Union soviétique s'est retirée d'Afghanistan, ça a été après des négociations longues qui avaient été entamées dès le milieu des années 80 à Genève. Et quand l'Union soviétique s'est retirée, elle avait pris soin aussi d'avoir un accord qui soit relativement global, qui englobe du politique et du sécuritaire. Et une fois que l'Union soviétique s'est retirée d'ailleurs, le gouvernement en place a duré 3 ans. Le gouvernement pas de Karzai, pardon, mais de son successeur Ashraf Ghani, il a duré même pas 3 mois. Il a duré même pas 3 mois après le retrait des forces alliées. Donc si on regarde de manière générale, en particulier sous Stoltenberg, l'OTAN a un très mauvais bilan. La guerre en Ukraine, qui aurait pu être soit évitée, soit ensuite contrôlée, avec une désescalade grâce aux accords de Minsk, dont on sait que ni Merkel, ni Hollande, ni même les États-Unis, en fait, ne voulaient les respecter. On regarde donc l'Ukraine, l'Afghanistan, toutes ces dernières crises, mais c'est désastreux. Donc non, on ne peut pas dire que l'OTAN soit favorable à la paix ou aide à la paix sur notre continent. Quand on regarde le successeur de Stoltenberg, il n'y aura pas de rupture. On a quelqu'un qui vient déjà d'un pays, les Pays-Bas quand même, qui sont très pro-américains. Stoltenberg était norvégien, un pays plus grand par la taille, mais qui n'est pas un pays qui stratégiquement pesait en Europe. Et ce sont des pays qui sont inféodés dans la politique étrangère et inféodés à l'OTAN. Comme d'ailleurs pour l'Estonie, de Madame Kallas aussi. Donc ces petits pays-là, et certains de leurs représentants, sont contrôlables pour les États-Unis. Ce sont des gens dont le parcours a souvent été proche des intérêts américains. Alors dans le cas de Rutte, donc le néerlandais qui succède à Stoltenberg, c'est quelqu'un qui ne va pas changer de cap. Ces dernières déclarations sont plutôt indiquées qu'il va maintenir le cap de l'OTAN. C'est quelqu'un par contre aussi qui pourrait être une nouvelle figure face à la Russie, dans le sens que si, à terme, des discussions devraient se passer, des discussions publiques, officielles, un sommet de la paix, on n'aura pas Stoltenberg, c'est-à-dire on n'aura pas la personne responsable quand même qui était en charge de l'OTAN pendant les 10 dernières années, notamment 10 dernières années de guerre en Ukraine. Donc avoir un nouveau visage, ça peut, d'une certaine manière, aussi changer la relation ou l'interaction avec la Russie, notamment dans le cadre de possibles négociations. Mais ça, pour l'instant, c'est assez hypothétique, puisque Mark Rutte a quand même eu souvent des positions assez anti-russes. Les Pays-Bas, il ne faut pas l'oublier aussi,
c'est un pays qui a été marqué par l'accident du vol MH17 aussi. On s'est passé, vous vous souvenez du vol de Malaysian Airlines qui a été abattu dans l'est de l'Ukraine. Pour la justice néerlandaise, les rebelles du Donbass et donc indirectement aussi la Russie seraient responsables. Pour la Russie, non, c'est l'Ukraine qui aurait voulu créer un incident ou un casus belli, un false flag. Voilà. Donc pour les Pays-Bas, la Russie est vue comme un pays, on a vu très négativement suite justement à cet accident du vol de Malaysian en Ukraine. Donc Rutte ne va pas, à mon avis, avoir une position plus modérée ou plus conciliante envers la Russie, va maintenir le cap de Stoltenberg, mais en cas de potentielle négociation, ça serait un nouveau visage, quelqu'un qui n'a pas le même passif dans son interaction avec la Russie. Alors l'élection américaine de cet automne, elle est très attendue puisque, en fonction du résultat, il y aura des orientations de politique étrangère américaine qui vont être très différentes. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Si Biden est réélu, on suivra la même perspective, avec une confrontation avec la Chine et la Russie, évidemment, qui va s'intensifier. Si le président Trump est élu, alors déjà, il pourrait avoir des chances d'être élu. Pourquoi ? Parce qu'il est certes populaire dans une partie de l'électorat américain, pas seulement blanc et ouvrier, mais aussi dans une partie de l'électorat afro-américain, latino-américain et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé, c'était le 13 juillet, si mes souvenirs sont bons, la tentative d'assassinat, ça va lui donner une aura particulière. On le voit maintenant presque comme un nouveau Kennedy. L'image, notamment quand on le voit extrait du podium par les membres du Secret Service, où il lève le poing et il appelle à combattre, il dit « fight, fight, fight » et on voit le drapeau américain. Ça, c'est une image qui va marquer les électeurs américains. Déjà, dans beaucoup de pays, c'est quelque chose qui pourrait marquer l'électorat, mais aux États-Unis, la manière dont la politique est faite, et notamment les élections sont conduites, ce genre d'image va être décisive. Je ne dis pas que ça va assurer l'élection de Donald Trump, mais ça va jouer un rôle incroyable puisqu'il va passer comme la victime du système ou comme il se présente, celui qui lutte contre le Deep State. Alors je ne suis pas un médium, je ne peux pas prédire ce que va amener Trump. On peut supposer qu'il aura une approche peut-être plus pacifique puisqu'il le dit lui-même, avec le ton qui lui est propre, évidemment, peut-être de manière un peu exagérée, quand en 24 heures, il va régler le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il ne le fera peut-être pas en 24 heures, mais contrairement aux autres politiciens occidentaux, c'est le seul qui parle de paix, mais qui soutient. Alors on pourrait dire, il y a Orban aussi, mais je veux dire, dans les politiciens occidentaux qui ont un certain poids et qui soutiennent l'OTAN dans sa confrontation avec la Russie, bon, eh bien Trump pourrait changer les choses. Alors, pourrait, mais attention, il faut rester réaliste. Trump parle beaucoup du Deep State. Il y a aux États-Unis un système politique aussi où une partie des positions politiques changent en fonction des élections, mais il y a aussi beaucoup de hauts fonctionnaires qui restent en place. Et il y a des intérêts de politique étrangère américaine, d'économie, de commerce, qui sont un peu immuables dans le sens qu'ils sont partagés à la fois par les démocrates et les républicains. Et donc ça, Trump pourra difficilement aussi faire une révolution ou aller contre ça. Souvenez-vous, lors de son premier mandat, c'est ça qui est intéressant aussi à voir, pour comprendre un peu peut-être sa marge de manœuvre possible, il avait appelé par exemple à retirer les troupes américaines de Syrie. Toute la partie, tout l'est de la Syrie, de l'Euphrate jusqu'à la frontière irakienne, est occupée militairement par les Américains, qui ont utilisé évidemment le prétexte de la guerre contre l'État islamique et le soutien apporté aux factions kurdes sur place pour occuper ce territoire. C'est une occupation illégale. Trump avait annoncé à l'époque qu'il retirerait les troupes, j'y avais pas beaucoup cru, je m'étais dit que ça serait très fort, très très fort, et il ne l'a pas fait. C'est quand même l'homme qui a reconnu aussi
l'annexion israélienne du Golan syrien, qui est illégale du point de vue du droit international, qui a reconnu aussi Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui n'est pas légal du point de vue du droit international. C'est aussi Trump, quelqu'un qui a quand même mené une guerre commerciale contre la Chine, qui a été dure, alors qu'il ne voulait pas une guerre en termes militaires, mais qui n'est pas non plus un ami de la Chine, il faut être clair. Donc son élection pourra peut-être amener une politique plus modérée, mais il faut faire attention à ne pas avoir des espoirs irréalistes non plus. Voilà. Mais il va peut-être permettre effectivement une approche plus pacifique avec la Russie et l'ouverture de négociations, ce qui serait souhaitable. Alors, le déploiement de missiles en Allemagne, c'est pour les personnes qui ont connu la guerre froide, on a l'impression de revoir quelque chose qu'on avait connu. Mais le résultat n'est pas le même. Les acteurs sont à peu près les mêmes, mais leur réaction n'est pas la même. Je m'explique. Dans les années 70-80, il y avait un très fort mouvement pacifiste, écologiste en Allemagne qui était très radical, qui était contre l'énergie nucléaire, mais aussi donc, contre le stationnement de missiles nucléaires américains sur le territoire allemand. Et aujourd'hui, on a des personnes, à peu près les mêmes personnes, Scholz ou Baerbock, toutes ces personnes qui étaient proches de cette mouvance radicale, pacifiste, écologiste. Maintenant, ils sont plutôt, on pourrait dire, des bellicistes. Ils sont plus, on ne va pas dire des militaristes en tant que tels pour leur pays, mais ils soutiennent l'approche de l'OTAN dans la confrontation avec la Russie par rapport à l'Ukraine. Ils n'ont rien fait pour défendre les intérêts allemands, d'ailleurs, dans cette crise. Donc ce sont des personnes qui sont devenues très pro-américaines, ce qui est assez paradoxal pour des personnes qui venaient d'une gauche qui était plutôt anti-américaine à l'origine, justement. C'est assez paradoxal quand on se souvient que le mouvement de la gauche radicale en Allemagne fédérale durant la guerre froide, notamment certains groupes écologistes ou pacifistes, étaient d'une certaine manière instrumentalisés par le KGB. Et aujourd'hui, ces personnes-là ne sont plus instrumentalisées par le KGB, ni même aujourd'hui par les équivalents, le SVR ou le FSB. Je ne dirais pas qu'ils sont instrumentalisés par la CIA, on va rester raisonnable, mais ils sont alignés sur la politique étrangère des États-Unis. Alors, je n'ai pas les éléments qui me permettraient de comprendre comment on en est arrivé là, si ce n'est que ça ressemble aussi d'une certaine manière un peu au parcours de certains anciens trotskistes américains qui sont devenus des néoconservateurs, par exemple, qui sont passés de la gauche radicale, anti-impérialiste pour certains, anti-américaine, et qui aujourd'hui, au contraire, défendent justement cette suprématie, cette hégémonie américaine. Je pense que peut-être que ça s'explique par une forme de valeur peut-être postmoderne, libérale, occidentale, et le fait que la Russie représente pour ces personnes-là un pays avec des valeurs conservateurs, voilà, vu comme un pays conservateur, chrétien orthodoxe, nationaliste, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un peu une similarité peut-être avec le parcours qu'ont fait certains trotskistes américains avant d'arriver à l'école de pensée néoconservatrice. Il y a une similarité, oui. Le fait que la Suisse rejoigne l'initiative allemande d'ailleurs, qui en fait vient remplacer, on pourrait dire d'une certaine manière, le traité Open Skies, même si ce n'était pas exactement le même type de traité, mais ça couvre plus ou moins les mêmes questions. Pour la Suisse, c'est simple, c'est une perte de la neutralité. Ce n'est pas seulement à cette occasion-là qu'on a pu l'observer. On l'a observé tout au cours des dernières années écoulées et ça s'est renforcé avec M. Ignazio Cassis, où il y a eu un alignement de plus en plus clair de la politique étrangère et des intérêts de défense suisse avec l'OTAN. On a eu l'achat par exemple des F-35 qui ne répondent pas du tout aux besoins de la Suisse, qui sont trop chers et qui ont énormément de problèmes techniques.
Alors je ne vais pas vendre non plus, vanter le Rafale, je suis français, mais la Suisse pouvait acheter suédois, ou en tout cas un avion de combat moins onéreux et plus adapté à ses besoins, puisque la Suisse ne fait pas de projection sur des théâtres d'opérations étrangers. Donc certains d'ailleurs se sont demandé quel était l'intérêt d'avoir un avion comme le F-35. Est-ce que la Suisse avait l'intention à un moment de sortir de sa neutralité puis de participer à des actions à l'étranger? C'est une question que certains avaient soulevée à l'époque. Et l'initiative allemande maintenant que rejoint la Suisse, c'est un pas de plus dans cette perte de la neutralité. C'est grave pourquoi? C'est grave parce que tout d'abord, la neutralité a permis à la Suisse d'éviter des conflits. Je ne dis pas que la neutralité est un bouclier efficace. La Belgique a été un pays neutre qui a été envahi, par exemple, au cours de l'histoire. Mais la Suisse, elle a été protégée par cette neutralité. On a souvent fait une légende noire de cette neutralité suisse en disant ça a permis à la Suisse de faire de l'argent avec tout le monde pendant la guerre, on dit la Seconde Guerre mondiale. Neutralité ne permet pas nécessairement ça, puisque plein d'États, même déjà à l'époque, en la Seconde Guerre mondiale, même les États-Unis avaient fait beaucoup de commerce avec l'Allemagne, par exemple. Mais on a bâti une légende noire de la neutralité suisse, notamment au moment de l'affaire des fonds en déshérence. Vous savez, des fonds qui avaient été pris aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands et puis qui avaient été mis dans des banques suisses, ou de fonds dont les propriétaires n'avaient pas, les descendants pardon, des ayants droit n'avaient pas fait de demande. Donc à l'époque, on avait attaqué la Suisse là-dessus. Et ça s'est morcelé, je pense, à partir de cette affaire-là, justement, des fonds en déshérence. On a commencé à attaquer de plus en plus systématiquement la neutralité suisse, avec aussi la question de l'adhésion à l'espace économique européen commun. C'est ensuite sur les questions militaires, de plus en plus, que là, la neutralité suisse a été attaquée. Donc quels vont être les impacts négatifs pour la Suisse? Le premier impact, c'est déjà que la Suisse ne sera plus vue comme une place de médiation crédible. C'est un pays, encore une fois, quand on repense certes à la légende noire qui a été bâtie sur la Suisse et sa neutralité, comme quoi ça lui a permis de tirer profit du malheur des autres, c'est faux, puisque la neutralité suisse a justement permis à la Suisse de faire des actions de médiation. On a le centre de dialogue humanitaire qui est basé à Genève, par exemple. On a le département fédéral des affaires étrangères aussi, qui a soutenu au cours des 20 dernières années plusieurs initiatives diplomatiques de médiation, dont certaines très discrètes, dont parfois la presse n'a jamais parlé et ne parlera jamais, par exemple. Ça, c'est ce que la Suisse sait très bien faire. Et pourquoi elle sait très bien le faire? Parce qu'il y a la neutralité. Quand il y a eu la nouvelle phase du conflit entre la Russie et l'Ukraine, la Suisse s'est proposée pour représenter les intérêts ukrainiens en Russie et les intérêts russes en Ukraine. Mais la Russie a dit à la Suisse qu'elle n'était plus crédible. Donc elle rejetait cette initiative parce que la Suisse n'était plus vue comme neutre. Le CICR, qui certes ne dépend pas des autorités suisses, mais quand même fortement lié à la politique étrangère suisse d'une certaine manière. Le CICR s'est plaint de manière très diplomatique au cours de campagnes de publicité, en particulier cette année et l'année dernière, que la perte de neutralité de la Suisse aurait un impact sur les opérations du CICR sur le terrain. Quand la Suisse n'est plus vue comme neutre, le CICR, qui est dans l'esprit, la perception de beaucoup de gens sur le terrain, à l'étranger, pense que c'est intimement lié à la Suisse. Donc si la Suisse n'est plus vue comme neutre, le CICR n'est plus vu comme neutre. Et ces agents sur le terrain ne seront plus vus comme neutres. Ils ne seront plus vus comme impartiaux, ils ne pourront plus mener leurs opérations et ils seront aussi menacés. Et ça, c'est quelque chose à laquelle peut-être on ne pense pas assez. Toutes les initiatives de médiation que veut mener la Suisse, pour l'instant, vont être des coups d'épée dans l'eau, parce qu'il y a la perte de ce statut de neutralité. Et on entend beaucoup aussi cette critique de la part d'États étrangers ou même de personnes ordinaires qui ne comprennent pas pourquoi la Suisse perd cela. La neutralité suisse n'a pas été une possibilité pour la Suisse de faire le mal, de profiter du malheur des autres, puisque plein d'États qui ne sont pas neutres et profitent du malheur des autres. Donc le risque à terme avec cette neutralité déclinante, ou qu'on redéfinit en fonction des événements, je comprends, la neutralité n'est pas nécessairement monolithique, mais la manière dont on l'a redéfinie, et notamment peut-être depuis 2014, depuis la crise du Maïdan, de plus en plus, cette neutralité suisse, de la manière dont elle est redéfinie, elle va peut-être permettre, peut-être pas directement une insertion, une intégration de la Suisse dans l'OTAN, parce qu'il faudrait quand même un référendum pour ça, mais ça va permettre d'insérer la Suisse dans certains processus de l'OTAN. Il n'est pas inutile de rappeler, la Suisse fait déjà partie de certains accords de l'OTAN, il y en a deux, et un notamment qui est le partenariat pour la paix. Et l'OTAN, permettez-moi cette expression, sort du bois en Suisse, on va le voir de plus en plus.
Ce n'est pas par hasard. À mon avis, ça va officialiser ce rapprochement de Berne avec l'OTAN. Je vous parle en fait de quoi? Du bureau de l'OTAN qui ouvre à Genève, qui ouvre à la Maison de la Paix. Donc, la Maison de la Paix, certains diront maintenant la mal nommée à cause de ce bureau de l'OTAN qui va ouvrir. Donc, c'est un bureau de représentation. C'est passé dans la presse, c'était très discret. En vérité, il y avait déjà pendant très longtemps un bureau de représentation de l'OTAN à Genève qui était basé, je crois, au Paquis. Mais maintenant, on va officialiser cela. Donc il y aura une forme de délégation de bureau, de délégation de l'OTAN, qui sera présent, plus visible. Alors évidemment, on peut dire que c'est pour des raisons de coopération, puisque la Suisse est partie du partenariat pour la paix, que le Geneva Center for Security Policy s'intéresse à ces questions et pour des questions de recherche peut évidemment se rapprocher de l'OTAN. Mais à mon avis, c'est la manière qu'on trouve pour rapprocher toujours plus la Suisse et l'intégrer d'une certaine manière sans en arriver à une pleine intégration qui, encore une fois, nécessiterait un référendum. Alors la question de la paix dans le monde et de quelle organisation peut s'en charger, c'est une question assez importante à notre époque, parce qu'évidemment on va nous dire oui, il y a l'ONU et le Conseil de sécurité. On pourrait penser à d'autres organisations aussi comme l'OTAN, mais l'ONU par exemple reste l'organisation universelle en charge de ça, mais c'est une organisation qui fait face à beaucoup de défis et de problèmes, et qui est paralysé en fait. Le Conseil de sécurité est paralysé. Le Conseil de sécurité n'a pas pris de décision sur le conflit en Ukraine, puisque ses membres sont des parties prenantes du conflit, de manière directe ou indirecte. Donc on a un système à ce niveau-là qui est paralysé au niveau de la sécurité internationale et de la paix internationale. Et c'est assez grave parce que depuis longtemps on cherche une réforme du Conseil de sécurité qui reflète un peu plus le changement comment dire, de réalité internationale, le changement qu'on a eu dans les nouvelles puissances qui sont apparues, comme les BRICS, par exemple. Il n'y a que deux BRICS qui sont au Conseil de sécurité, évidemment. On a la Chine et la Russie. Et pourquoi pas l'Inde ou un autre? Alors l'Inde, d'autres pays s'y opposeraient. La Chine n'est pas pour, le Pakistan est contre. Mais la réforme du Conseil de sécurité est importante. Parce que sans ça, on n'aura pas de possibilité d'avoir la paix, de régler des conflits avec un consensus qui soit accepté par d'autres. Et dans ce cas-là, si le Conseil de sécurité ne marche pas, ce sont des organisations comme l'OTAN et comme d'autres qui vont prendre en charge la sécurité, même si ce sont des organisations qui, d'accord, ont les questions de sécurité, de conflit dans leur mandat, ce ne sont pas des organisations qui en vérité arrivent à maintenir la paix. On l'a vu depuis la fin de la guerre froide. L'OTAN n'a pas réussi à maintenir la paix, donc ce n'est pas l'OTAN qui devrait être en charge de la paix en Eurasie ou dans le monde. Pour que l'ONU puisse, le Conseil de sécurité en particulier, puisse faire son travail, il faudrait une réforme, et la réforme elle est coincée. Et il y a une chose qui est assez terrible, c'est que depuis justement la nouvelle phase du conflit en Ukraine, le Conseil de sécurité est paralysé. L'OTAN pousse à la confrontation. L'OSCE est marginalisé, enfin inactif, l'OSCE ne fonctionne plus. Donc il n'y a pas d'organisation internationale qui arrive à régler ce conflit. Avec aussi les équilibres internationaux qui changent en ce moment, avec les BRICS, on l'a vu de plus en plus que l'organisation de coopération de Shanghai devient de plus en plus importante. Il y a d'autres organisations qui existent dans le monde et qui commencent peut-être à prendre plus d'indépendance, plus d'influence. Et certains disaient, mais si on ne règle pas le Conseil de sécurité, qu'on ne réforme pas le Conseil de sécurité, on pourrait arriver à un système international fragmenté, avec des organisations concurrentes de l'ONU. Et ça serait dramatique. Parce que là, on aurait un monde qui fonctionnerait très difficilement. On n'aurait pas un forum unique pour les États comme on l'avait avec l'ONU. Et ce qu'on oublie aussi, malheureusement, c'est que l'ONU et la Société des Nations n'ont pas été créées par un consensus suite à une conférence internationale qui regroupait tous les États dans un contexte de paix. La Société des Nations est née de la Première Guerre mondiale, imposée par les vainqueurs. L'ONU aussi est née de la Seconde Guerre mondiale, imposée par les Alliés.
Donc soit on réforme l'ONU maintenant, soit qu'est-ce que, je veux dire, on attend qu'il y ait une troisième guerre mondiale, catastrophique en plus, potentiellement nucléaire, pour peut-être ensuite se dire, ah, il faut une nouvelle organisation internationale de portée universelle. Donc c'est maintenant une question cruciale qu'on a, c'est l'ONU doit être réformée, parce qu'autrement on aura un système international qui risque d'être cassé ou qui fonctionnera en silo, hein, de manière isolée, avec comment dire, des parties, des composantes isolées les unes des autres ou qui seront très difficilement en interaction les unes avec les autres. Et ça veut dire aussi que dans ce monde-là, des organisations régionales comme l'OTAN peut-être auront plus de pouvoir et ce n'est pas souhaitable puisqu'on aura des logiques de confrontation. L'OTAN, encore une fois, n'est pas une organisation créée pour la paix comme l'ONU. L'OTAN, pardon, est une organisation militaire. C'est une alliance militaire. Là où l'ONU vise à la sécurité collective, l'OTAN, dans son ADN, vise à la défense collective. Donc ce n'est pas du tout la même chose.